Alors, les amis, aujourd'hui, j'aimerais que l'on se parle le plus brièvement possible d'un sujet qui a été éminemment dans l'actualité RD congolaise cette semaine. Vous avez, comme moi, suivi que notre président de la République, Félix Tshisekedi, a fait un tour au Botswana, pays que j'aime bien, pays que je connais un peu, mais surtout pays que j'admire beaucoup. Et du coup, il y a eu des papiers, notamment celui de la présidence, mais aussi partout dans les médias, qui relaient un peu ce voyage du président, cette escale du président. Et moi, j'ai tenu à revenir un tout petit peu, les amis, pour qu'on en discute ensemble, pour que je vous soumette 2 ou 3 réflexions que j'ai là-dessus, et sur le fond et sur la forme. J'ai déjà commencé à réagir. Vous êtes nombreux depuis, comme ça, depuis avant-hier, depuis samedi, donc on est dimanche, depuis hier, samedi, à réagir à ma publication sur LinkedIn, Facebook, donc sur mes réseaux sociaux par rapport à ce que j'en ai pensé, et on a déjà commencé à échanger avec certains d'entre vous. Ceux qui qui ne faisaient pas partie de la discussion, eh ben, voilà votre moment de me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous en pensez toujours. Et ceux qui écouteront cette vidéo en retard, eh ben, vous pouvez toujours vous rattraper, les amis. Donc, j'étais en train de dire, les amis, notre président, Félix Tshisekedi, enfin, notre président, nous, Congolais, je sais que vous êtes peut-être ici et qu'il n'est pas votre président, mais comprenez que ça, c'est un espace pour les amis du Congo. Donc, le président Félix Tshisekedi avait une visite d'État à Gaborone, au Botswana, donc du 9 au 12 mai, comme vous pouvez le voir là. Et c'est une visite dans laquelle il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, je pense, sur le domaine militaire. On n'a rien loupé de tout ça. Beaucoup se sont exprimés, beaucoup d'encre de salive a coulé. Ça n'est pas de ça qu'il s'agira aujourd'hui. Il s'est entretenu avec nos compatriotes de la diaspora qui sont là-bas. Ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parmi ces multiples escales, parmi toutes ces lourdes tâches qu'il avait là-bas, nous allons quand même nous arrêter pour commenter, pour réfléchir, pour prendre un peu de hauteur sur l'arrêt, la visite de notre président de la République, du président Félix Tshisekedi, notamment dans la mine de Joaneng, la mine de diamants au Botswana. Et pour tout vous dire, si vous avez loupé le film, le président de la République s'est arrêté au Botswana et il est allé en fait s'imprégner, c'est ça le mot, s'imprégner du modèle de développement du Botswana en ce qui concerne les mines. Vous savez, le Botswana, c'est un grand pays minier. Le Botswana, c'est un des premiers producteurs au monde en termes de diamants. Donc, c'est un pays qui a certaines, sur ces enjeux-là, des similarités par rapport à la RDC. Quoi de plus normal de s'y arrêter, quoi de plus normal d'essayer de voir ce qui s'y fait pour essayer de voir ce que eux font bien, parce que je vous garantis, ce pays-là, il y a beaucoup de choses de bien qui s'y font. Évidemment, c'est un pays africain avec ses défis comme beaucoup de pays africains, mais c'est un pays qui se démarque à beaucoup d'égards, et on aurait mieux fait, nous, Congolais, dans certains aspects, de faire ce que notre président de la République vient de faire, à savoir s'arrêter dans certains pays qui, eux, excellent dans ces choses-là pour essayer de voir. Maintenant, les amis, une fois que j'ai dit ça, je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec une petite critique, quelques petites critiques. D'abord, sur la forme. Alors, vous avez suivi ça dans les médias. Moi, j'ai suivi ça sur le portail de la présidence. J'ai suivi ça sur la présidence, le portail de la présidence qui communique, y compris sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Alors, quand j'ai vu, et voilà, j'ai suivi, et j'ai aimé, j'ai émis mes commentaires aussi. Je vais être un tout petit peu pointilleux aujourd'hui, les amis. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on passe sur des choses, on ne veut pas rendre certaines émissions beaucoup trop lourdes, mais parfois, il faut s'arrêter sur des petits détails qui peuvent sembler anodins et donner un coup de gueule amical ou un coup de cœur, si c'est quelque chose de bien. Mais là, en l'occurrence, j'aimerais faire un mélange de coup de gueule et de questionnement avant d'aller sur le fond. Premièrement, là, vous avez devant vous le portail de la présidence de la République en RDC. Vous pouvez bien le voir là, c'est le portail présidence.cd. Et la nouvelle est décrite. Vous voyez déjà, sur la première ligne, moi, j'ai été attiré par une faute d'orthographe. Alors, on ne va pas faire le malin, les amis. N'importe qui peut faire une faute d'orthographe. En visite à la mine de Joaneng, Félix Tshisekedi déterminé à dupliquer le modèle du Botswana en RDC. Non, les amis, A, accent, dupliquer,
il n'y a pas d'accent, c'est à l'infinitif, les amis. Voyez-vous? Donc, ça, si c'est moi dans mon petit carnet de notes, si c'est toi dans ton petit blog, eh ben, ça passe. Sur le portail de l'institution numéro 1 de mon pays, ça cause une certaine gêne, les amis. Si on va employer la langue des Blancs, la langue des Français, allons-y jusqu'au bout. Mais ça, ce n'est pas pour faire une attaque sur peut-être une personne qui se serait trompée, voire, parce que parfois, vous savez, c'est avec tous ces logiciels qu'on utilise, dans Word, il y a de l'intelligence artificielle, des fois Word se croit plus malin que toi et il te propose des orthographes qui peut-être parfois ne sont pas les bonnes, ou des tournures qui peut-être parfois ne sont pas les bonnes, ou peut-être que tu as ignoré une correction qui t'avait été suggérée. On sait tout ça. Un portail comme celui-ci ne devrait jamais publier la moindre ligne sans qu'il y ait une relecture. Et c'est là que commence mon problème. S'il y a eu une relecture et que l'auteur du texte ne s'est pas rendu compte de la faute d'orthographe sur la première ligne en caractère gras, le relecteur non plus, d'abord, un portail comme celui-ci pour publier un papier comme ça, non seulement il doit y avoir relecture, mais il doit y avoir aussi approbation, parce que c'est pas le blog du coin où chacun va y mettre ce qu'il veut. C'est quand même le blog de la première institution de notre pays, et donc, et sur la forme et sur le fond, il devrait être contrôlé, surveillé. Parce que ça, c'est le portail où, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, où quelqu'un peut prendre le contrôle de son système informatique à distance, des hackers et d'autres. Demain, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une photo de notre président de la République qui a été piratée et qui le présente dans une position soit compromettante, soit qui atteint à sa vie privée ou à son prestige, eu égard à la fonction qu'il occupe. Donc, ça doit être un portail surveillé, mais alors 24 sur 24, et sur le fond et sur la forme. Quand je vois une faute d'orthographe comme celle-là, aussi petite soit-elle, aussi minimisable vous pourrez penser qu'elle est, moi je me dis, soit personne n'a relu ce texte avant qu'il ne soit publié, soit on l'a relu et on a trouvé que c'est correct, ce qui est encore plus grave, ou alors chacun fait ce qu'il veut là-bas. Moi, j'ai juste été un peu choqué, un peu gêné par ça, les amis. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Je ne vais pas en faire des tonnes. Je vous dis simplement que je n'ai pas trouvé ça acceptable. Je n'ai pas trouvé ça respectable, parlant du portail de la première institution de mon pays. Qu'il y ait une faute d'orthographe aussi évidente sur la toute première ligne. Alors, il y a d'autres choses qui sont, à mon avis, discutables, voire absolument contestables et pas bien faites dans ce poste, comme dans beaucoup de choses institutionnelles dans mon pays. Ce n'est pas le sujet du jour, y compris dans cet article. Il y a d'autres petites fautes ou tournures avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ça peut arriver. Moi, j'aimerais seulement savoir, et dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, les amis, qu'un portail comme celui-ci, il est hyper contrôlé, hyper surveillé sur l'exactitude des informations qu'il véhicule et sur l'exactitude et voilà, que tout soit en bonne et due forme. Parce que notre pays peut on peut attenter à notre souveraineté, à notre intégrité, à notre honneur à travers le piratage, par exemple, de plateformes comme celle-ci. Est-ce que ça ne vous dérange pas, les amis? Est-ce que c'est juste moi qui m'en fais trop pour rien? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais évoluer, les amis. Dans le papier lui-même, j'ai relevé un autre relativement petit détail sur la forme. Moi, j'aimerais juste là-dessus et je le soumets vraiment à votre appréciation. Dites-moi peut-être que là, vous trouvez que je suis trop pointueux pour rien. Mais moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur. Ça manquait un peu de pédagogie. Par exemple, lorsqu'on dit, allez, je vais juste vous lire le petit paragraphe ici pour que l'on se remette le tout en perspective. Petit par la taille, ça c'est le premier, c'est comme ça que le texte commence. Petit par sa taille, et on va y revenir, le Botswana est un grand pays minier. Premier producteur mondial de diamants en valeur et en volume devant la Russie. Ok, d'accord, passons. Avec un PIB de 7 000
dollars américains par habitant. Le Botswana doit sa prospérité à l'organisation du secteur du diamant, un modèle économique de référence en Afrique. C'est dans l'objectif de comprendre le modèle économique du pays de Keitumile Masire et de s'imprégner des moyens de production de la pierre précieuse afin de réorganiser la filière diamant en RDC, que le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait le déplacement ce jeudi, donc le jeudi de la semaine qui vient de s'achever, c'était donc le 10 mai, à la mine de Joaneng, à 150 km de Gaborone. Moi, j'ai relevé dans ce paragraphe que je viens de vous lire une petite formule qui aurait mieux fait d'être un peu plus élaborée. C'est la partie où nous parlons du pays de Keitumile Masire. C'est Félix Tshisekedi, je ne sais pas comment ça se fait dans les procédures diplomatiques. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République, il va là-bas, il est reçu. Son homologue aujourd'hui, c'est M. Mokgweetsi Masisi. Donc, c'est lui le président de la République du Botswana, Mokgweetsi Masisi. Keitumile Masire, c'est l'ancien président du Botswana. C'est comme si un peu quelqu'un venait chez nous et disait, voilà, il y a le président sud-africain ou il y a le président du Botswana qui vient d'atterrir dans le pays de Mzee Laurent Désiré Kabila ou dans le pays de Mobutu. Bon, pourquoi pas? Parce que ça, c'est des figures iconiques de l'histoire de notre pays, que l'on le veuille ou non. Mais c'est juste pour rappeler que le président en fonction au Botswana aujourd'hui, c'est M. Mokgweetsi Masisi. Donc, peut-être, quand on décide de mettre Keitumile Masire, il faut expliquer, il faut ajouter juste une petite tournure explicative pour dire pourquoi on le met lui. Parce que je sais que ce n'est pas un personnage neutre, ni dans l'histoire du Botswana, ni dans l'histoire de la RDC, le dénommé Keitumile Masire. Keitumile Masire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien président de la République du Botswana qui l'a été pendant plusieurs années, dans les années 80 et 90, et surtout, pour nous Congolais, c'est lui qui fut le médiateur dans notre guerre, dans la deuxième guerre de la fin des années 98 en RDC. 90, oui, c'est ça, la deuxième guerre du Congo. C'est lui qui était le médiateur. Donc, je sais que beaucoup de gens en RDC, quitte à comparer entre l'actuel Mokgweetsi Masisi et l'ancien, un des anciens, Keitumile Masire, je pense que Keitumile Masire pourrait probablement être plus connu en RDC. Mon point de vue, et je suis curieux de comprendre le vôtre, d'apprendre du vôtre, c'est qu'il n'est pas le président en fonction. Je pense que si on va citer, si quelqu'un venait au Congo et on dit, voilà le président Cyril Ramaphosa qui vient d'atterrir dans le pays de Joseph Désiré Mobutu, peut-être qu'il faut juste mettre virgule, ancien président de la République ou ancien président de la République du Congo, ex-Zaïre, de telle année en telle année, et puis on continue. Parce que si tu n'as pas la date de cet article, tu as comme l'impression que Félix Tshisekedi vient d'atterrir dans un président dont Keitumile Masire est encore le président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oui ou non? Donc, moi, j'aurais aimé, c'est peut-être pas très important, mais j'aurais aimé voir une petite note explicative pour dire qui est Keitumile Masire. Ça, c'est sur la forme par rapport à ce petit paragraphe. Et je vous ai expliqué qui est Keitumile Masire ou qui il fut parce qu'il est décédé depuis, je pense, 2017. Et voilà, vous avez sa page Wikipédia, vous pouvez vous renseigner. C'est un grand personnage de l'histoire de ce pays-là, du Botswana et aussi de la RDC. Moi, j'avais juste trouvé que ce n'était pas très bien fait, cette formule-là, ça aurait pu être complétée. Mais il y a une autre question que j'avais, un autre questionnement que j'ai formulé, y compris sur mes réseaux sociaux depuis donc ce week-end, c'est quand le paragraphe commence par petit par sa taille. Petit par la taille, le Botswana est un grand pays minier. Bon, moi, j'ai juste pensé que l'auteur de ce papier est en train de parler de la population du Botswana. Parce que si on parle là de petit par la taille, si on parle de la superficie du Botswana, ça c'est mal connaître ce pays-là. J'espère qu'on parlait de sa population. Parce qu'en effet, le Botswana est un pays très peu peuplé, 2,5 millions d'habitants.
Donc, parmi les pays africains, c'est quand même, voilà, un pays des moins peuplés et certainement un pays des moins densément peuplés. S'il est moins densément peuplé, c'est justement parce que c'est un immense pays. C'est un immense pays physiquement. Le Botswana, c'est plus de 600 000 km², les amis. Voyez-vous? Plus de 600, près de 600 000 km². Pour vous donner une idée, le Botswana a une taille équivalente à la France. Le Botswana, donc, a une taille probablement équivalente au Grand Katanga, c'est-à-dire les 4 Katanga, Lualaba, Okatanga, Tanganyika et Olomami réunis. Donc, le Katanga, l'ancien Katanga, l'espace Grand Katanga. Ça, c'est à peu près la taille du Botswana, la taille de la France. Donc, ce n'est pas un pays minuscule. Je conçois que l'on veuille parler de la population, mais je veux seulement rappeler ici, encore une fois, là, si on veut parler de la population, peut-être qu'on parle de population. On dit que c'est un pays par sa population, ou on dit que ce n'est quoi que ce soit un pays très peu peuplé ou très peu densément peuplé. Ça nous situe déjà. Parce que quand on est un portail officiel, on a aussi le rôle d'être pédagogique. Nous avons un pays où le niveau scolaire s'effondre depuis comme ça des décennies. Nous avons beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, voire d'adultes au Congo qui ne savent même pas situer le Botswana sur la carte, comme vous pouvez le voir là. C'est où en Afrique? C'est à l'ouest, c'est à l'est, c'est au nord, c'est au sud, ou bien c'est plutôt vers un autre continent là-bas, vers l'Australie. C'est où le Botswana? Je suis prêt à parier qu'il y a beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos élèves, beaucoup de nos étudiants qui ne savent pas situer ce pays-là. À l'heure de Google, à l'heure où chacun a un compte Facebook, un compte Instagram, on sait retrouver le produit le plus rare en Indonésie, mais on ne sait pas identifier le Botswana sur la carte. Donc, quand on est un portail officiel, ce n'est pas de trop de remettre un peu ces choses en perspective, ne fût-ce que pour l'éducation de nos plus jeunes. Quand on est un blog personnel, on fait ce qu'on veut. Mais quand on est un portail officiel de l'État, moi, j'aurais aimé voir ce genre de correction, ce genre d'ajout, ce genre de, finalement, de tendance vers la perfection. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les amis? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est en train de parler, ça c'est un parti pris congolais, on rentre un peu dans des choses un peu touchy, on rentre un peu dans des choses, voilà, on est en train de papoter entre nous, les amis. Ce n'est pas pour faire le malin, personne ne donne de leçons à l'autre. Moi, je vous dis ce que je ressens quand je vois certaines choses, je vous partage mon ressenti, j'applaudis là où il faut et là où il ne faut pas, je dis ce que je pense. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Voilà. Voilà, on est en train d'avancer, les amis. Moi, j'ai un peu pensé que c'est ça qui devait être l'état d'esprit, c'est ça qui devait être l'esprit critique qui nous anime. Et en passant, je vous rappelle, les amis, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous et continuez de partager ces vidéos. Et dites-moi ce que vous en pensez, grosso modo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un dialogue, les amis. On est là pour se parler, on est là pour dialoguer, pour discuter. Donc, sur la taille, et pour en finir, je vais tout simplement vous rappeler ou vous mettre ici en perspective que le pays dont nous parlons, les amis, le Botswana, vous pouvez peut-être le voir, je vais probablement juste agrandir pour que vous ayez une idée un peu plus claire. Eh ben, le Botswana, c'est quoi? C'est à peu près le 20e pays africain par la superficie. Selon les classements, vous allez voir peut-être 20, 21, 22 par là. Bon, c'est selon les pays qui sont comptés parce que quand vous comptez sur cette liste, par exemple, que j'ai consultée, il y a 58 pays qui sont plus ou moins dans l'Afrique. Vous retrouvez même Mayotte, voilà, avec le drapeau français et tout ça. Donc, mais si vous prenez les États africains qui sont 54, 55, voilà, le Botswana reste dans le top 20, top 22 sur une liste de plus de 50 pays. Donc, il reste parmi les plus grands pays en Afrique. D'ailleurs, selon la source que vous consultez, vous allez le voir. Et invariablement, il est là. Le Botswana est plus grand que le Kenya par la superficie. Je ne sais pas si les gens le savaient. Le Botswana est plus grand que le Cameroun. Donc, il faut sortir de certains raccourcis, certaines schématisations, peut-être parce qu'on n'a pas pris au sérieux la géographie. Et parfois, nous tous, hein, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. On peut faire un blague, tu vas entendre souvent chez nous, on a non, peut-être petit par voilà, parce que nous au Congo on est
grand par la taille, par la population et donc on a tendance souvent quand on parle à d'autres pays de penser que tous les autres pays sont des minuscules îlots difficilement localisables sur la carte. Non, le Botswana n'en fait pas partie. Peut-être que si vous recherchez certains pays, et je vais vexer personne, mais il y a des pays qui sont tout petits. Écoutez, si tu regardes une carte de l'Afrique et tu recherches les Seychelles, ça risque d'être compliqué de retrouver, mais ils existent. Si tu recherches Sao Tomé et Principe, il faut vraiment savoir déjà de quel côté. Sinon, tu risques d'aller chercher Sao Tomé et Principe vers la corne de l'Afrique là-bas, alors que c'est l'inverse que tu devrais faire. Donc, tout ça pour dire, la géographie, c'est pas de trop, c'est quelque chose qui nous aide à nous orienter dans le monde, à comprendre le monde dans lequel nous vivons, surtout quand on y ajoute d'autres couches telles que la politique, l'économie, qui font finalement des considérations géopolitiques, géostratégiques. C'est pas le jour où tu deviens ministre que tu commences à faire un effort pour comprendre. Encore pire, ministre des Affaires étrangères, le jour où tu es bombardé ministre des Affaires étrangères, que tu commences à faire un effort pour comprendre, en fait, le Kenya, c'est par où, le Maroc, c'est par où, mais quand on parle des Comores, les Comores, là, c'est déjà même dans quel océan? C'est un peu trop tard pour ça, les amis. Donc voilà, juste pour relever quelques petits points, je sais, je suis un peu pointueux aujourd'hui, mais c'est pour dire que ça n'est pas de trop. Moi, je le pense. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que je suis trop pointueux pour rien. Mais les amis, on va continuer en disant que, les amis, je vais maintenant aller sur le fond. Et ça, c'est un petit numéro. Hein. Donc, vous envoyez vos commentaires, je les lis. Et puis, s'il y a des questions pertinentes, je les relève. Parce que bientôt, là, on va y aller, les amis. On va se séparer pour la semaine. On va chacun préparer sa semaine. Il commence à faire tard chez certains d'entre vous. Les amis, la majorité de la production du diamant congolais est artisanale. Et là, je tombe des deux pieds dans le fond du sujet. J'ai donné quelques petites remarques sur la forme. Là, maintenant, je vais parler du fond, de ce que notre président est allé chercher là-bas. Donc, j'imagine qu'il le sait, qu'il l'a compris, mais j'imagine et j'espère surtout qu'au retour de cette visite, il va prendre ce problème à bras le corps. On ne peut pas développer notre pays. On ne peut pas développer cette industrie du diamant et d'autres industries minières et autres en restant toujours dans une attitude, voilà, dans une attitude artisanale. C'est vrai, ça aide, ça peut nourrir le petit ou le grand, je ne sais même pas voir quel âge, estimer son âge, mais la personne que vous voyez sur cet écran-là aura peut-être de quoi manger ce soir grâce à cette activité qu'il fait. Ben, c'est tant mieux pour lui, mais ce n'est pas en faisant des exploitations à si petite échelle que l'on aura une chance de développer notre pays. Ce qu'il faut faire, les amis, c'est faire ce que le Botswana, justement, a fait. C'est d'y aller à grande échelle, d'industrialiser ce secteur, les amis. Industrialiser. Ce qu'eux, ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une entreprise, une société d'État qui est un partenariat. Debswana, c'est De Beers et Botswana. Les deux rentrent ensemble, ça fait Debswana. De Beers, c'est une des grandes sociétés minières sud-africaines internationales qui sont parmi les leaders dans ce domaine. Et donc, ils ont créé une société d'État, comme ça pouvait être le cas chez nous avec la MIBA, qui est la société qui exploite le diamant à échelle industrielle, dans des grandes quantités. Et souvent, on voit des cailloux rares qui en sortent de 1000 carats, mais c'est alors de grosses pierres. Il faut industrialiser. J'espère que ceux qui accompagnent le président de la République dans ce genre de mission, ils sont pas là juste pour les perdièmes. Ils sont là pour justement que après ça, quelque chose soit fait. Je rentre même pas dans les détails. MIBA et autres, c'est des traquenards. Ne mets pas le pied dedans si tu connais pas très bien l'affaire, parce que c'est des trucs que tu te demandes, mais comment on ne peut pas en sortir. Bref, c'est beaucoup de problèmes, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix. Ça n'est pas en ayant une organisation aussi artisanale que l'on sortira de la pauvreté, nos habitants, nos peuples, nos villageois, nos frères et sœurs du pays qui sont nés, qui grandissent sur des régions très riches, mais qui meurent pauvres. Avec ça, tout ce qu'on fait, au meilleur, au mieux, le maximum qu'on peut faire, c'est de rétablir, d'essayer de répartir plus ou moins équitablement la pauvreté. C'est tout ce qu'on peut faire. Essayer de répartir plus ou moins équitablement la pauvreté. Aucune richesse ne sera créée aussi longtemps que c'est
des personnes comme ça, avec son petit ami, il va vendre un petit caillou juste pour manger ce soir. Et selon les estimations, on vous dit qu'il y a près de 1 million de creuseurs artisanaux dans notre pays. Ce qui fait que cette filière, non seulement elle ne peut pas profiter au pays, parce que c'est chacun qui fait un peu comme il veut, c'est chacun qui ouvre son comptoir un peu comme il veut, c'est chacun qui va revendre sa pierre juste pour manger ce soir. Non seulement cette filière ne peut pas profiter au pays parce qu'elle n'est pas industrialisée, mais elle ne peut pas profiter au pays parce qu'elle n'est pas contrôlée. Mais alors, pas du tout. Elle n'est pas contrôlée. Vous voyez ici, par exemple, le président qui se dit, selon ce papier, conquis par le modèle botswanais. Félix Tshisekedi désire réorganiser la filière du diamant en RDC. Ben, il était temps. C'est pas ce que vous en pensez. Il était temps, il était plus que temps que l'on réorganise cette filière, que l'on fasse travailler les experts et les expertises que nous avons dans notre pays, que l'on y injecte de la technologie et que l'on se développe parce que ne pensez pas que ces matières-là ne sont pas exploitées aujourd'hui. Mais puisque le secteur échappe à tout le monde, en tout cas à l'État, en tout cas officiellement, eh ben, c'est toujours quelques individus, quelques poches, quelques multinationales qui s'enrichissent et on s'étonne qu'il n'y ait pas de ruissellement, qu'il n'y ait pas de retombée vers le bas peuple qui, lui, est le propriétaire du pays, qui, lui, est né sur ces richesses-là, mais qui, lui, ne verra jamais et ne profitera jamais des retombées de cette richesse. C'est quand même triste. Donc, notre président, il semble, a compris que le modèle botswanais doit être suivi, qu'on doit réorganiser la filière de diamant. Si vous êtes expert minier, si vous êtes expert dans le diamant, parce que le diamant, c'est un secteur, il ne faut pas faire le malin, les amis. C'est un secteur très pointu. C'est un secteur très spécialisé. Mais pas expert de l'industrie du diamant qui veut. Donc, il y a des gens, moi je connais quelques Congolais qui sont allés très loin dans des études sur le diamant, dans le commerce là-dessus. Donc, il y a des gens, ça court pas les rues, mais il y a des gens qui comprennent ce qui doit être fait. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre autour de la table, pour les inviter là où ils doivent être pour restructurer ce domaine chez nous? Sinon, si on ne fait pas ça, eh ben, chaque année, on ira voir le Botswana, on ira se dire émerveillé de ce que le Botswana fait à travers notamment Debswana, et puis ce sera toujours pareil pour nous. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué que l'on soit toujours là à s'émerveiller de ce que les autres font, que l'on soit toujours là à s'étonner que les autres aient avancé? Mais nous, jusqu'à quand on ira apprendre? Je sais, il n'y a pas de mal à apprendre quand les gens le font bien. On est dans une semaine où on a eu des ministres qui sont allés chercher la farine dans un pays où on a 80 millions de terres arables et je ne sais plus autant de millions de terres irrigables, etc., etc. Bon, on va parer au plus pressé, on va d'abord chercher la farine ou négocier pour que voilà, nos compatriotes ne meurent pas de faim ou pour qu'il n'y ait pas, de révolte sociale. Et ne commencez même pas avec cette histoire de main noire là, parce que franchement, main noire, un État qui vient se plaindre de main noire? Bon, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais ne commencez pas, s'il vous plaît. Ne commencez pas avec moi aujourd'hui avec cette histoire de main noire-là. Tout ce que moi je sais, c'est que nous avons un État qui se doit d'être fort et un État qui doit aller au-delà des mains noires, si tant est qu'il y ait des mains noires. Donc, tous les jours, et maintenant on va s'émerveiller que la Zambie produit plus de maïs, on ne comprend pas comment ni pourquoi, alors que nous, on a peut-être un climat et un sol plus propice à eux. Et puis, bref, tout ça, ça fait quand même mal qu'on soit en train de s'approvisionner dans des pays désertiques, alors que nous, on a 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches et tout le reste. Voyez-vous, mais une fois ça va parce qu'on veut mieux faire. Mais franchement, que l'on ne soit pas le mois prochain, l'année prochaine, dans 5 ans, à parler des mêmes choses. J'ai comme l'impression qu'on se complaît dans cette position de l'étudiant, de cette position. Il n'y a pas de mal à être humble, à vouloir aller apprendre, mais vous savez, dans la vie, à un moment, on se prend en charge, on prend ses responsabilités, on dit, voilà, je m'engage, je m'implique, je vais avancer. Je ne vais pas être l'étudiant éternel. Il y a un moment pour aller à l'école et puis il y a un moment pour faire quelque chose de ce que l'on a appris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis? Donc, premièrement, industrialiser.
Deuxièmement, contrôler la filière, organiser la filière. C'est de ça que nous venons de parler. Et enfin, j'en finis là pour aujourd'hui, les amis, parce qu'on ne va pas faire un très long numéro. Si vous avez une autre proposition, mettez-la moi en commentaire. Je veux vous entendre massivement sur ce dossier. C'est la BizTech, les amis. C'est quelque chose qui va développer notre pays. Quand vous allez à Debswana, il y a plein de technologies. Moi, j'ai travaillé pour les multinationales partout en Afrique et Debswana fut un de mes clients. Ils sont extrêmement informatisés. Ils utilisent beaucoup de technologies. Les mines, en général, sont des gros utilisateurs de technologies. Pensez pas que c'est une affaire de pelle et de pioche. C'est une affaire d'information, c'est une affaire d'informatique, c'est une affaire de business intelligence, c'est une affaire de prospection et tout ça se fait à l'aide des logiciels, tout ça se fait à l'aide de la technologie. Donc, c'est des entreprises extrêmement gourmandes en infrastructure, non seulement physique, mais aussi numérique. Donc, pensez pas qu'on en est à la pelle et à la pioche ici. Ce n'est pas avec la pelle et la pioche et le petit ami comme le monsieur que je venais de vous montrer que l'on va jouer notre rôle comme un géant de l'industrie minière, de l'industrie du diamant à travers le monde, les amis. Le point sur lequel j'aimerais atterrir, le point sur lequel j'aimerais conclure ce numéro, les amis, c'est le point de la corruption, les amis. Je ne sais pas si vous saviez que le Botswana est un pays assez peu corrompu. Je ne vais pas dire pas corrompu, non, ce serait ridicule. Il y a de la corruption, il y a des problèmes. Vous voyez par exemple sur les chiffres que je vous présente là, ça c'est des chiffres de Transparency International. Alors, je cite Transparency ici, mais je vais déjà vous donner un disclaimer. Vous me connaissez, moi je ne suis pas un chantre adorateur aveugle de toutes ces ONG et de tous ces gens qui se prennent d'amour, qui sont épris, soi-disant épris d'amour pour la RDC. Je cite juste les chiffres pour ceux qui sont et je jauge l'intérêt que chaque acteur amène à mon pays. Écoutez, moi, je suis un Congolais très jaloux. Hein. Je suis très jaloux de mon pays. Je suis extrêmement jaloux de mon pays. Ça, c'est une parenthèse que je vous fais. C'est un peu comme la mère poule, quand tu t'approches de ses poussins, ben, elle te le fait savoir, avec ses moyens, que ça ne va pas se passer comme ça. Eh bien, moi, quand il s'agit de la RDC, surtout, pas seulement surtout, quel que soit le domaine, que ce soit dans le privé, que ce soit dans les ONG, que ce soit dans d'autres gouvernements, quand on essaye de se rapprocher de sa RDC, je suis un peu comme la mère poule, je veux comprendre pourquoi. Où est la partie gagnant-gagnant dans cette approche? Parce que si c'est pour juste enrichir les mêmes, pour profiter aux mêmes, moi, avec mes pauvres petits moyens, avec ma petite personne et ceux qui m'écoutent et qui veulent bien écouter mes conseils, je sors les griffes. Appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Donc, je suis, tout ça pour dire, je ne suis pas un adorateur aveugle de toutes ces organisations multinationales et autres qui s'intéressent à la RDC. Il y en a qui le font avec de motifs plutôt estimables et il y en a pour qui, franchement, c'est... Voilà, ils n'ont rien à faire là-bas. Et le jour où on se prendra suffisamment au sérieux, ils ne resteront pas là-bas. Ça, c'est clair. Mais moi, quand je cite un rapport comme ça, je le cite parce que c'est des chiffres qui ont le mérite de nous faire réfléchir. C'est des chiffres qui ont le mérite de nous pousser à nous poser les bonnes questions. C'est un début de réflexion. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Si vous voyez un chiffre de 60% ou un classement de je sais, quantième, eh bien, si vous venez ici me dire que non, ça aurait dû être une ou deux places en haut ou en bas, je m'en fous, les amis. Je m'en fous. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que ces chiffres sont assez bons pour nous amener à commencer à nous poser des questions sur la situation qui est la nôtre? Moi, je dis oui. Quand on regarde ici un pays comme le Botswana, c'est vrai, 52% de personnes pensent que la corruption est en train d'augmenter. Personnes sondées dans les 12 mois passés. C'est beaucoup. Ça fait réfléchir. Ça dit que, voilà, il y a peut-être des tendances là-bas. Eux aussi, ils doivent faire attention pour ne pas tomber dans le paquet pourri de beaucoup de pays africains parce que jusque-là, ils sont encore un modèle dans certains aspects, notamment dans la transparence. Regardez ici, sur ce classement, ils sont 35e sur 180 au monde. Et si vous regardez le classement africain, c'est premier, deuxième ou troisième.
Voyez-vous? Donc, il y a la transparence. Vous regardez, on vous dit 7% de fonctionnaires publics ont été corrompus ou ont avoué avoir été corrompus ou avoir reçu des pots de vin sur les 12 derniers mois. 12 derniers mois. 7%, les amis. 7%. 7 petits pourcents. Voyez-vous? C'est pas rien. C'est pas zéro. Mais c'est un score de 60 sur 100. Et puis, c'est 7% de la population sur ce baromètre. Ça vous montre quand même que la corruption, quand bien même elle existe, c'est un phénomène qui serait plutôt résiduel. Changez de camp, allez juste à côté, sur le sujet du jour, Parti pris congolais, regardez la RDC sur ces chiffres ici. 166e sur 180. Donc, parmi les bons derniers de la classe. Ok, peut-être que depuis 2 mois, c'est 165 ou 164e et non plus 166e. Je m'en fous, les amis, on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces chiffres nous disent qu'on est encore à la traîne. On est encore parmi les bons derniers de la classe. 80% de fonctionnaires publics disent avoir été corrompus, disent avoir reçu des pots de vin sur les 12 mois passés. Vous pensez que c'est normal, ça? Peut-être que même certains d'entre vous, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre point de vue. Certains d'entre vous me diront que c'est une estimation beaucoup trop enjolivée parce que ça devrait être peut-être 95%. Et non 80%. 85% des personnes qui pensent que la corruption est en train d'exploser dans le pays. Personnes sondées sur les 12 mois passés. Tous les indicateurs montrent qu'on est parmi les bons derniers de la classe. Donc, pour conclure, les amis, moi je dis que mon président de la République, s'il y a une seule leçon à tirer de ce voyage dans le pays de Mokheti Massissi, ou si vous voulez, dans le pays de Keïtoumé Massiré, eh bien, revenez chez nous avec le message clair que là d'où nous venons, la corruption est résiduelle, et non seulement elle est résiduelle, lorsqu'on vous arrête, vous êtes sévèrement réprimé. Si on ne fait pas ces choses, on peut visiter tous les pays au monde, tous les producteurs de tout au monde, notre pays n'ira nulle part. Cette visite n'aura servi à rien si on ne ramène pas ceci comme message. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je suis à votre disposition, je vous écoute, je suis là, partageons, communiquons, discutons de ces sujets. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Voilà. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur la chaîne YouTube.